Les notes graves de l'orgue résonnaient à travers la cathédrale Notre-Dame, alors que je me tenais devant l'autel, mes mains tremblant contre la soie ivoire de ma robe de mariée. 200 visages me fixaient, amis, famille, collègues, tous attendant le moment où je deviendrais Madame Nathanaël Rousseau. Le soleil de fin de matinée traversait les vitraux, projetant des ombres arc-en-ciel sur le sol de marbre. Mais mon cœur ne battait pas de joie. Il tambourinait sous le poids d'une terrible vérité qui menaçait de me briser en deux. Depuis combien de temps me mentait-il? Au premier rang, ma mère, dans une robe émeraude parfaitement assortie, arborait un sourire éclatant, l'image même de la fierté maternelle. Il y a 24 heures, j'aurais cru en ce sourire. Il y a 24 heures, je vivais encore dans un monde où les mères protégeaient leurs filles et où l'amour signifiait quelque chose de sacré. Nathanaël serra ma main, ses yeux bleus pleins de ce que j'avais autrefois pris pour de la dévotion. « Prête pour ça, Céleste ?» murmura-t-il, sa voix portant cette assurance familière qui m'avait attiré il y a 3 ans. Je regardais son visage, sa mâchoire ciselée que j'avais caressée, sa bouche qui m'avait promis l'éternité, et tout devint d'une clarté terrible et parfaite. « Oh, je suis prête !» murmurai-je en retour, ma voix ferme malgré le séisme dans ma poitrine. Plus prête que tu ne le crois. Il y a 3 mois, j'étais encore follement, naïvement heureuse. Je m'appelle Céleste Marianne Dupont, et à 28 ans, je pensais avoir tout compris. J'étais la fille dont mes parents avaient toujours rêvé. Diplômée avec mention de l'Université de la Sorbonne en littérature, rédactrice en chef chez une maison d'édition parisienne réputée, les Éditions Lumière, et fraîchement fiancée à Nathanaël Rousseau, l'enfant prodige de notre communauté. Nos fiançailles avaient été un conte de fées. Nathanaël, 31 ans, d'une beauté saisissante, était le fils du juge Henri Rousseau et de la philanthrope Victoire Rousseau. Avocat d'entreprise dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Paris, il conduisait une Peugeot de luxe et m'avait demandé en mariage à l'Opéra Garnier pendant l'entracte de Casse-Noisette, mon ballet préféré. « Vous allez avoir une vie magnifique ensemble », avait déclaré ma mère Diane ce soir-là, admirant la bague en diamant de 2 carats qui scintillait comme une étoile captive. J'aurais dû noter la façon dont elle l'avait dit. Pas « tu seras heureuse », ni « il est parfait pour toi », mais « tu as bien choisi ». Comme si j'avais conclu une transaction plutôt que trouvé l'amour de ma vie. Mon père, le pasteur Guillaume Dupont, était plus réservé, mais tout aussi satisfait. Il avait bâti sa réputation sur les valeurs familiales et la morale traditionnelle, et voir sa fille unique épouser un membre d'une famille aussi respectée semblait une bénédiction pour tout ce qu'il prêchait depuis 30 ans. « Nathanaël est un homme bien », avait dit papa, me serrant dans ses bras chaleureux après le dîner ce soir-là. « Je vois combien il t'aime, Céleste. Et surtout, je vois combien tu l'aimes. L'amour. » Un mot qui, plus tard, aurait un goût de poison sur ma langue. La planification du mariage avait consumé les 2 mois suivants. Ma mère s'était jetée dans les préparatifs avec une intensité qui me touchait autant qu'elle m'épuisait. Elle insistait pour tout gérer, les fleurs, le traiteur, la musique, même les essayages de ma robe. « C'est le rêve de toutes les mères », disait-elle, feuilletant des magazines et passant des appels interminables pour organiser le mariage parfait de sa fille. J'étais reconnaissante de son implication, même lorsqu'elle passait outre mes préférences. Quand je suggérais des fleurs sauvages pour le bouquet, elle insistait pour des roses blanches et des pivoines. Quand je voulais un simple quatuor à cordes, elle réservait un orchestre complet. Quand j'évoquais l'idée d'écrire mes propres vœux, elle me convainquit que les vœux traditionnels étaient plus élégants. « Fais-moi confiance, ma chérie », disait-elle avec ce sourire que j'avais hérité. « Maman sait ce qui est mieux. » Nathanaël semblait amusé par la dynamique de notre famille. Il passait souvent à l'improviste, charmant mes parents avec des anecdotes de son cabinet d'avocat et des compliments sur la cuisine de ma mère. Lui et Diane passaient de longs moments dans la cuisine pendant que je terminais des appels professionnels ou corrigeais des manuscrits, leur rire flottant dans notre maison de style colonial comme une mélodie. « Ta mère est remarquable », m'avait-il dit un soir alors que nous nous promenions dans le jardin des Tuileries, là où il m'avait demandé d'être sa petite amie.
Elle se dévoue tellement pour que tout soit parfait pour nous. Elle a toujours été comme ça, avais-je répondu, serrant sa main. Quand j'étais petite, elle passait des semaines à préparer mes fêtes d'anniversaire. Chaque détail devait être parfait. Et je suis sûr qu'elle l'était, avait-il ajouté, s'arrêtant pour encadrer mon visage de ses mains. Tout comme toi, tu es parfaite. J'aurais dû me demander pourquoi il parlait autant de ma mère. J'aurais dû questionner la manière dont ses yeux s'attardaient sur elle quand elle riait, ou comment il savait toujours quel vin apporter pour la faire rayonner de plaisir. J'étais tellement amoureuse. Et l'amour, je commençais à l'apprendre, nous rend spectaculairement aveugles. La première fissure apparut 3 semaines avant le mariage. J'étais passé chez mes parents après le travail pour finaliser le plan de table, les bras chargés de cartons d'invitation et mon sac d'ordinateur lourd de manuscrits. La maison était inhabituellement silencieuse lorsque je suis entré par la porte principale. « Maman ? Papa ?» avais-je appelé, posant mes affaires dans l'entrée. « Dans la cuisine, ma chérie », répondit la voix de ma mère, mais elle semblait différente, essoufflée, presque troublée. Je l'ai trouvée devant l'évier, me tournant le dos, lavant des assiettes qui semblaient étrangement propres. Ses cheveux noirs, habituellement impeccablement coiffés, étaient en désordre, et lorsqu'elle se retourna, ses joues étaient de rose. « Oh, Céleste, ma chérie, je ne t'attendais pas si tôt. »« Il est 18h30, dis-je en vérifiant ma montre. L'heure habituelle des mercredis. »« Bien sûr, bien sûr. » Elle essuya ses mains sur un torchon, évitant mon regard. « Ton père est à l'église, une réunion du conseil. » Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. La cuisine sentait différemment, pas les bougies à la vanille habituelles de ma mère, mais quelque chose de masculin, d'onéreux. Quelqu'un était là ? Demandai-je, m'installant à l'îlot de cuisine avec les cartons d'invitation. Quoi ? Oh, non, juste moi. Elle se retourna vers l'évier. Comment était ta journée, ma chérie ? J'ai failli laisser tomber. Mais ensuite, j'ai remarqué une tasse à café sur le comptoir, issue de notre service de porcelaine fine, celui que nous utilisions uniquement pour les invités spéciaux. Elle était encore chaude. « Maman, à qui est cette tasse ?» Ses épaules se raidirent. « À moi, bien sûr. Tu ne bois que du thé le soir. » J'étais fatigué. J'avais besoin de caféine. Le mensonge flottait entre nous comme un fil sous tension. Ma mère n'avait jamais été bonne menteuse. Ses tics M. Mowers m'étaient aussi familiers que mon propre cœur. La façon dont elle évitait mon regard, le léger tremblement dans sa voix, le lavage compulsif de vaisselle. Mais je l'aimais, et je lui faisais confiance. Alors, j'ai choisi de croire. « D'accord, » dis-je simplement, ouvrant le premier carton d'invitation. « Organisons ce plan de table. » La soirée s'était déroulée normalement, mais quelque chose avait changé. Ma mère jetait constamment des coups d'œil à son téléphone, ses doigts tapotant nerveusement le comptoir. Quand Nathanaël m'a envoyé un message vers 20h pour dire qu'il travaillait tard et me verrait demain, j'ai remarqué que le corps entier de ma mère semblait se détendre. La deuxième fissure apparut 1 semaine plus tard. Nathanaël était distant, prétextant une surcharge de travail. Nos dîners du jeudi soir avaient été annulés 2 fois et il avait manqué notre rendez-vous de dégustation de gâteaux chez le pâtissier. Quand j'ai appelé son bureau, sa secrétaire m'a dit qu'il était parti tôt. Je suis allé à son appartement dans le 7e arrondissement, un immeuble élégant avec un portier qui me connaissait de nom. L'ascenseur jusqu'au 15e étage m'a semblé interminable. J'ai frappé à sa porte, puis utilisé ma clé quand personne n'a répondu. « Nathanaël, tu vas bien ?» L'appartement était sombre, mais sa voiture était dans le garage. J'ai appelé son nom à nouveau, traversant l'espace que nous avions déjà commencé à planifier de redécorer après notre lune de miel. Le salon était vide, mais il y avait un verre de vin sur la table basse. Un seul, mais il portait une trace de rouge à lèvres, une teinte que je ne reconnaissais pas. « Nathanaël ?» J'ai essayé la porte de sa chambre, mais elle était verrouillée. C'était étrange. Il ne verrouillait jamais sa chambre. « Je suis là », dit sa voix à travers le bois, étouffée et étrange. « Je ne me sens pas bien, Céleste. »
Une intoxication alimentaire, je crois. Laisse-moi prendre soin de toi. Non, non, je ne veux pas que tu attrapes quelque chose. Je t'appellerai demain, d'accord? Je suis resté là un long moment, fixant cette porte fermée. En 3 ans ensemble, Nathanaël n'avait jamais refusé mon aide quand il était malade. C'était le genre d'homme qui voulait être choyé pour un simple mal de tête. Mais encore une fois, j'ai choisi la confiance plutôt que la suspicion. « Remets-toi vite », dis-je à la porte. « Je t'aime. Je t'aime aussi. » Les mots sont arrivés un instant trop tard. La vérité a une façon de se révéler, comme l'eau qui trouve les fissures d'une fondation. 2 jours avant mon mariage, elle a déferlé. J'étais au bureau, essayant de me concentrer sur un manuscrit de poésie médiévale quand mon téléphone a sonné. L'identifiant affichait le numéro de ma mère. « Céleste, ma chérie, j'ai besoin d'un service. » Bien sûr, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié des programmes de mariage dans ma voiture et je déjeune avec Madame Dubois du comité des fleurs. Peux-tu passer à la maison pour les récupérer? Ils sont dans une enveloppe Kraft sur le siège passager de ma Renault. Pas de problème. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a pris 20 minutes dans la circulation parisienne. J'ai utilisé ma clé pour ouvrir le portail et me suis garé derrière la voiture de ma mère. La Renault était ouverte, typique de notre quartier sûr. J'ai ouvert la portière côté passager et vu l'enveloppe Kraft, mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. Un petit carnet en cuir noir avait glissé entre les sièges. Mon nom était écrit sur la couverture, de l'écriture de ma mère. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La première page datait de 3 mois, juste après l'annonce de mes fiançailles. Nathanaël Rousseau est tout ce que j'aurais dû épouser. Beau, brillant, issu d'une grande famille. Au lieu de cela, j'ai choisi Guillaume et son ministère modeste, mais peut-être n'est-il pas trop tard. Peut-être que je mérite quelque chose de beau, pour une fois. Le carnet m'a échappé des mains. Je me suis assise sur le siège conducteur de la voiture de ma mère, fixant son écriture alors que le monde basculait. Avec des mains tremblantes, j'ai continué à lire. Il me regarde comme Guillaume me regardait autrefois, avant que les années et la routine ne l'usent. Quand Nathanaël complimente ma robe ou ma cuisine, je me souviens de ce que c'était que d'être désiré. Aujourd'hui, il est resté après le départ de Céleste pour le travail. Nous avons parlé pendant des heures de littérature et de voyage. Il a dit que j'étais gâché par la vie de province. Il a raison. Je sais que c'est mal. Je sais ce que cela ferait à Céleste si elle l'apprenait. Mais quand quelqu'un m'a-t-il choisi, vraiment choisi, par désir et non par devoir? Page après page, l'écriture soignée de ma mère détaillait la lente séduction de mon fiancé. Il m'a embrassé aujourd'hui. Mon Dieu, aide-moi, je l'ai embrassé en retour. Nous avons fait l'amour dans son appartement pendant que Céleste était à son club de lecture. Il a dit que j'étais plus passionné que toutes les femmes qu'il avait connues. Je me suis senti vivante à nouveau. Nathanaël dit qu'après le mariage, nous trouverons un moyen d'être ensemble. Il dit qu'épouser Céleste est juste ce qu'on attend de lui, mais que son cœur m'appartient désormais. La dernière entrée datait de la veille. Demain soir, la veille du mariage, il viendra à la maison pendant que Guillaume sera à sa réunion de planification d'enterrement de vie de garçon. Ce sera notre dernière fois ensemble, avant que Céleste ne devienne sa femme. Après cela, nous devrons être plus prudents. Mais nous sommes allés trop loin pour arrêter maintenant. J'ai fermé le carnet et suis resté immobile. Autour de moi, l'après-midi parisien continuait. Les arroseurs aspergeaient les pelouses bien entretenues, les enfants faisaient du vélo, les chiens aboyaient après les facteurs. Une vie normale se déroulait tandis que mon monde s'effondrait. Depuis combien de temps? La question résonnait dans ma tête. Depuis combien de temps se moquait-il de moi dans mon dos? Je pensais à tous les dîners où ils étaient assis face à face, à toutes les réunions de famille où ils échangeaient des regards que j'étais trop confiante pour interpréter correctement. Je pensais à mon père, prêt à me conduire à l'hôtel demain, ignorant que sa femme couchait avec le marié. Je pensais à toutes les manières dont j'avais été trompé, manipulé, trahi par les 2 personnes qui étaient censées m'aimer le plus au monde. C'est alors que les larmes sont venues, chaudes, furieuses, salées,
pleine de trahison. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, jusqu'à ce que mon mascara coule en ruisseau noir sur mes joues, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en moi qu'une clarté froide et cristalline. Ils s'étaient choisis l'un l'autre plutôt que moi. Maintenant, je me choisirai moi-même. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. Je me suis enregistré à l'hôtel Lutetia sous un faux nom, payant en liquide et disant au réceptionniste que je surprenais mon mari pour notre anniversaire. Le mensonge est venu facilement. Apparemment, j'apprenais à être aussi bonne en tromperie que ma mère et mon fiancé. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai étalé tout sur le grand lit, comme une détective organisant des preuves, le journal de ma mère, des captures d'écran, des relevés de cartes de crédit de Nathanaël. Nous avions combiné nos comptes pour les dépenses du mariage et une liste croissante de tous les signes que j'avais manqués. L'odeur de son parfum coûteux dans la cuisine de mes parents. La trace de rouge à lèvres sur le verre de vin dans l'appartement de Nathanaël. Sa soudaine expertise en matière de vin préféré de ma mère. Leur insistance commune sur les vœux de mariage traditionnels, probablement parce qu'ils craignaient que je dise quelque chose dans des vœux personnels qui exposeraient leur culpabilité. J'ai commandé un repas au service d'étage et, assise en tailleur sur le lit, j'ai mangé des pâtes hors de prix tout en planifiant leur destruction. L'ancienne Céleste les aurait confrontés en privé. Elle aurait pleuré, exigé des explications et probablement aurait été manipulée pour pardonner. L'ancienne Céleste croyait aux secondes chances et au pouvoir de l'amour de tout surmonter. Mais l'ancienne Céleste était morte, tuée par le journal de sa mère dans une Renault, alors que son monde s'effondrait. La nouvelle Céleste comprenait que certaines trahisons étaient trop profondes pour une résolution privée. Ce n'était pas juste une question de fiancé infidèle ou de mère adultère. C'était une conspiration pour me rendre complice de ma propre humiliation, un plan pour continuer leur liaison après mon mariage, un vol non seulement de mon bonheur, mais de ma dignité. Ils voulaient jouer à ce jeu. Très bien. J'avais appris des meilleurs. J'ai appelé mon assistante aux éditions Lumière. Jenna, j'ai besoin d'un service. Peux-tu compiler une liste des invités de mon mariage demain? Adresse e-mail, numéro de téléphone, identifiant de réseaux sociaux, tout. Bien sûr. Tout va bien? Tu as l'air. Tout va parfaitement bien, dis-je, et pour la première fois depuis des jours, je le pensais. Je veux juste m'assurer que tout le monde a les informations nécessaires pour demain. Ensuite, j'ai appelé ma colocataire de l'université, Priya, une journaliste indépendante à Paris. Céleste, mon Dieu, ton mariage est demain. Tu es excitée? Priya, j'ai besoin d'un service. Et je te demande de ne pas poser de questions. D'accord? Sa voix devint prudente. Quel genre de service? J'ai besoin que tu sois à la cathédrale Notre-Dame demain avec ton appareil photo et tes accréditations de presse. Quelque chose de médiatique va se passer et je veux que ce soit documenté. Céleste, tu me fais peur. Ce n'est pas moi qui devrais avoir peur. L'appel le plus difficile fut le dernier. J'ai composé le numéro de mon père, sachant qu'il serait rentré de sa réunion de planification d'enterrement de vie de garçon. Céleste, ma chérie, tu ne devrais pas m'appeler. Ça porte malheur que le père de la mariée parle à sa fille la veille du mariage, non? Papa, dis-je, ma voix se brisant légèrement. Je t'aime. Quoi qu'il arrive demain, souviens-toi que je t'aime et que rien de tout cela n'est de ta faute. Ma chérie, tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal, papa. Tout va enfin être juste. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps dans le silence de la chambre d'hôtel, réfléchissant à la justice et à la vengeance, et à la différence entre les deux. La vengeance, c'était infliger de la douleur. La justice, c'était révéler la vérité. Demain, je rendrai justice avec un sourire. Je me suis réveillé à l'aube et j'ai commandé un café au service d'étage. Assise près de la fenêtre dans mon peignoir d'hôtel, je regardais Paris s'éveiller sous des teintes dorées et roses. Dans 6 heures, j'étais censé devenir Madame Nathanaël Rousseau. À la place, j'allais devenir quelque chose de bien plus puissant, une femme qui refusait d'être la dupe de quiconque. Mon téléphone vibrait de messages de ma mère. « Bonjour, ma belle mariée. J'espère que tu as bien dormi.
J'ai hâte de te voir marcher jusqu'à l'hôtel aujourd'hui. Les fleurs sont parfaites, les musiciens s'installent, et j'ai confirmé avec le photographe. Tout est exactement comme il faut. Je t'aime tellement, ma chérie. Aujourd'hui sera le plus beau jour de ta vie. Chaque message était comme un couteau enveloppé de soie. À 9 heures, j'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude emporter les dernières traces de la femme que j'étais. En sortant, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des mois. Mes cheveux noirs, si semblables à ceux de ma mère. Mes yeux bleus, hérités de mon père. Mon visage, qu'on avait toujours dit joli, mais jamais remarquable. Aujourd'hui, je serai remarquable. J'ai conduit jusqu'à la cathédrale lentement, prenant le chemin long à travers le centre de Paris. La matinée était fraîche et claire, parfaite pour un mariage. La cathédrale Notre-Dame était magnifique sous la lumière matinale, ses flèches gothiques s'élançant vers le ciel comme des prières de pierre. Les voitures arrivèrent déjà, les invités précoces, les vendeurs, les membres de la famille se préparant pour ce qu'ils pensaient être une célébration. Je me suis garé sur le parking derrière la cathédrale et suis resté un moment à observer les gens que je connaissais depuis toujours s'affairer pour mon grand jour. Madame Dubois, du comité des fleurs, Monsieur Martinez, notre voisin depuis 20 ans, les amis de l'école de droit de Nathanaël, riant et ajustant leurs cravates. Tous ces gens qui m'aimaient, qui avaient pris leur samedi pour assister à ce qu'ils croyaient être le début de mon bonheur éternel. Ils méritaient, eux aussi, de connaître la vérité. J'ai pris ma robe de mariée, mes chaussures et ma trousse de maquillage, et je suis entré dans la cathédrale par l'entrée latérale menant à la salle de préparation de la mariée. La petite pièce était déjà pleine d'activité. Ma témoin, Catherine, accrochait sa robe, et mes 2 demoiselles d'honneur installaient un coin café et arrangèrent des fleurs. « Céleste !» Catherine s'est précipitée pour m'enlacer. « Mon Dieu, tu rayonnes! Comment te sens-tu » « Comme si aujourd'hui allait tout changer, dis-je, et c'était la chose la plus honnête que j'avais dite depuis des jours. « Où est ta mère » Je pensais qu'elle serait déjà là. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun nouveau message de Diane depuis ses textos matinaux écœurants de douceur. « Elle est probablement à la maison en train de se préparer, dis-je. Tu sais combien elle aime que tout soit parfait. » Ce que je n'ai pas dit, c'est que je savais exactement où était ma mère, car je suivais le téléphone de Nathanaël depuis la veille grâce à notre compte partagé. Il avait passé la nuit chez nous, partant à 6h30 ce matin, probablement pour éviter d'être vu par les voisins ou mon père. Une dernière trahison pour la route. Alors que mes demoiselles d'honneur m'aidaient à enfiler ma robe, je me sentais étrangement calme. La soie ivoire glissait sur ma peau comme une armure, et quand elles ont attaché les dizaines de petits boutons de perles dans mon dos, je me suis senti transformé en quelqu'un de nouveau, de plus fort. La robe, bien sûr, était le choix de ma mère. Une robe classique en forme de A, avec des manches longues, une traîne cathédrale et des broderies de perles dignes d'une constellation. J'avais voulu quelque chose de plus simple, de plus moderne, mais Diane avait insisté. « Cette robe sera magnifique en photo », avait-elle dit lors de l'essayage. L'élégance classique ne se démode jamais. Maintenant, je comprenais pourquoi elle était si investie dans mon apparence. Elle voulait que je sois parfaite pour les photos qui immortaliseraient l'humiliation de son gendre. Catherine a fixé mon voile, celui que ma grand-mère avait porté. « Tu es absolument splendide, Céleste. Nathanaël va tomber à la renverse en te voyant. »« Je l'espère bien, » murmurai-je. À 11h30, le photographe est arrivé pour prendre des photos avant la cérémonie. J'ai souri et posé, le laissant capturer ce qu'il pensait être des images de joie nuptiale, mais qui étaient en réalité des photos d'une femme se préparant à la guerre. À 11h45, mon père est arrivé. « Ma belle-fille », dit-il depuis l'embrasure de la porte, resplendissant dans son smoking noir, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. À 58 ans, le pasteur Guillaume Dupont était encore un bel homme, grand, digne, avec une chaleur sincère qui l'avait rendu aimé de notre congrégation depuis des décennies. C'était aussi un homme dont le monde allait s'effondrer. « Tu es radieuse, ma chérie, » dit-il, les yeux humides. « J'ai du mal à croire que ma petite fille se marie. »
Les demoiselles d'honneur et le photographe se sont discrètement écartés pour nous laisser seuls. J'ai pris les mains de mon père, ses mains fortes et douces qui avaient béni d'innombrables couples, qui m'avaient tenu quand je m'étais écorché les genoux enfant, qui m'avaient appris à conduire et à prier, à croire en la bonté. « Papa, il faut que je te dise quelque chose avant qu'on marche jusqu'à l'hôtel. »« Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ?» J'ai sorti le journal de ma mère de mon sac de mariée et le lui ai tendu. Je l'ai trouvé dans la voiture de maman hier. Il a eu l'air confus en l'ouvrant, mais son visage a changé à mesure qu'il lisait. La couleur a quitté ses joues, ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes et ses mains ont commencé à trembler. « Céleste, murmura-t-il, ce n'est pas possible. Ta mère ne ferait jamais. Lis les dates, papa. Lis tout. » Il s'est assis lourdement sur une chaise, tenant toujours le journal, ses yeux parcourant page après page de la trahison de sa femme. Je me suis agenouillé à côté de lui, ma robe de mariée s'étalant autour de nous comme une flaque de crème. « Depuis quand le sais-tu » demanda-t-il enfin. « Depuis hier. Je suis désolé, papa. Tellement désolé. » Il m'a regardé, cet homme qui avait bâti tout son ministère sur la sainteté du mariage et de la famille, et j'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux. « Qu'allons-nous faire » murmura-t-il. « Nous allons marcher jusqu'à l'hôtel, » dis-je fermement. « Nous allons montrer à tout le monde qui sont vraiment Diane Dupont et Nathanaël Rousseau. »« Céleste, non. Pense à ça. Le scandale, l'humiliation. »« L'humiliation n'est pas la nôtre, papa, c'est la leur. » Il m'a regardé longuement, luttant contre 30 ans de conditionnement selon lesquels les problèmes familiaux devaient être réglés en privé, discrètement, à huis clos. « Il y a 200 personnes là-dehors, dit-il, 200 personnes qui nous aiment et qui méritent de connaître la vérité avant d'assister à ce qu'ils pensent être une cérémonie sacrée. Ta réputation, ma réputation sera celle d'une femme qui a refusé d'être ridiculisée, qui a choisi la dignité plutôt que le silence. » On a frappé à la porte. « 5 minutes, tout le monde !» cria la coordinatrice du mariage. Papa s'est levé lentement, les jambes tremblantes. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait s'effondrer, mais il a redressé les épaules et m'a regardé avec une sorte de fierté. « Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été, » dit-il doucement. « J'ai appris des meilleurs. » Il m'a offert son bras et nous avons marché ensemble vers les portes du sanctuaire. À travers les panneaux de verre, je voyais la cathédrale remplie d'invités, d'amis et de membres de la famille venus de tout le pays pour célébrer avec nous. L'autel était décoré de roses blanches et de pivoines, comme ma mère l'avait voulu. Le quatuor à cordes jouait le canon de Pachelbel, emplissant l'espace sacré d'une mélodie envoûtante. Nathanaël se tenait à l'autel dans son smoking parfaitement taillé, l'image même de l'avocat prospère et du fiancé dévoué. Son témoin et ses garçons d'honneur l'entouraient, tous souriant d'anticipation. Au premier rang, ma mère, radieuse dans sa robe émeraude, s'essuyait les yeux avec un mouchoir de dentelle. Elle incarnait la mère de la mariée idéale, fière, élégante, submergée par l'émotion du bonheur de sa fille. Les portes se sont ouvertes, la musique du cortège a commencé et mes demoiselles d'honneur ont descendu l'allée dans leurs robes rose pâle, souriant aux invités et prenant leur place à l'autel. Puis la musique a enflé pour la marche nuptiale et tous les invités se sont levés. « Prête ?» murmura papa. Je lui ai serré le bras. « Prête ?» Nous sommes entrés dans le sanctuaire et j'ai senti 200 pères Dieu se tourner vers nous. Les flashs des appareils photo crépitaient, les gens souriaient et chuchotaient sur ma beauté. Le visage de Nathanaël s'est illuminé lorsqu'il m'a vu, ses yeux bleus pleins de ce qui semblait être un amour sincère. Ma mère pressait son mouchoir contre ses yeux, l'image parfaite de la dévotion maternelle. Quels acteurs extraordinaires, pensais-je en avançant dans l'allée. Ils auraient dû être sur les planches de la Comédie Française plutôt que dans ma vie. Nous avons atteint l'hôtel et papa a placé ma main dans celle de Nathanaël avant de s'asseoir, un geste censé symboliser le passage de sa fille à un autre homme. Mais j'avais l'impression d'être remise à mon ennemi. « Mes bien chers amis », commença le pasteur Martin,
sa voix résonnant dans le système sonore de la cathédrale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Nathanaël Guillaume Rousseau et Céleste Marianne Dupont dans les liens sacrés du mariage. Je l'ai laissé parler, suivant la cérémonie traditionnelle, attendant mon moment. Nathanaël m'a serré la main et j'ai serré en retour. Au premier rang, ma mère regardait avec une fierté éclatante. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le mariage ne doit pas être conclu à la légère, mais avec révérence, délibération et conformément au dessein de Dieu, poursuivit le pasteur. Comme c'est approprié, pensai-je. Parlons de révérence et des desseins de Dieu. Si quelqu'un ici présent a une raison valable de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'était le moment où j'aurais pu parler, révéler tout sur le champ. Mais je suis restée silencieuse. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils pensent avoir gagné. Nathanaël, dit le pasteur Martin, prenez-vous Céleste pour épouse légitime, pour l'aimer et la chérir, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, renonçant à tout autre jusqu'à ce que la mort vous sépare. Nathanaël me regarda dans les yeux, sa voix forte et claire. Oui, renonçant à tout autre. Le mensonge était si audacieux que j'ai failli rire. Céleste, prenez-vous Nathanaël pour époux légitime, pour l'aimer et le chérir, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, renonçant à tout autre jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'était mon moment, le moment de dire oui et de devenir complice de ma propre tromperie ou de faire s'effondrer leur monde avec la vérité. Je regardais la congrégation, tous ces visages pleins d'attente et de joie. Je regardais mon père au premier rang, ses yeux m'encourageant à être forte. Je regardais ma mère, toujours en train de s'essuyer les yeux avec une émotion théâtrale. En fait, dis-je, ma voix résonnant clairement dans le système sonore, j'ai quelque chose à dire d'abord. Un silence parfait s'abattit sur la cathédrale. Même le quatuor à cordes cessa de jouer. La main de Nathanaël se resserra sur la mienne, son sourire vacillant légèrement. « Céleste, » dit le pasteur Martin, perplexe. « Tout va bien ?»« Tout va parfaitement bien, » dis-je, me tournant vers la congrégation. 200 visages me fixaient, la confusion remplaçant la célébration dans leurs expressions. Je viens de réaliser qu'avant de faire la plus grande promesse de ma vie, je dois être complètement honnête, à propos de tout. La prise de Nathanaël sur ma main devint presque douloureuse. « Céleste, qu'est-ce que tu fais ?» Je libérai ma main et fis un pas vers le micro, au premier rang. Ma mère s'était figée, son mouchoir oublié sur ses genoux. « Je tiens à vous remercier tous d'être ici aujourd'hui, » commençai-je, ma voix claire et ferme. « Cela signifie tout pour moi que vous ayez pris le temps de venir assister à ce que vous pensiez être le début de mon bonheur éternel. » Des murmures commencèrent à parcourir la congrégation. Je voyais Priya au fond, son appareil photo discrètement positionné. Mais j'ai appris récemment que les heureux dénouements se construisent sur la vérité, non sur de beaux mensonges. Et il y a quelque chose que vous devez tous savoir avant que cette cérémonie ne continue. Céleste. Nathanaël tenta de m'attraper, mais je m'éloignais. Hier, j'ai découvert que mon fiancé et ma mère ont une liaison. Les mots frappèrent la cathédrale comme une bombe. Des exclamations résonnèrent contre les murs de pierre. Quelqu'un laissa tomber son programme. Au premier rang, je vis le visage du juge Rousseau blêmir, tandis qu'il fixait son fils. J'ai trouvé le journal de ma mère détaillant leur relation, continuai-je, ma voix gagnant en force à chaque mot. 3 mois de rencontres secrètes, de mensonges et de trahisons. 3 mois à rire de la facilité avec laquelle il pouvait me tromper. Ma mère se leva brusquement, le visage rouge. « Céleste, arrête ces sottises. »« Assieds-toi, Diane, » ordonna mon père, qui s'était également levé. Sa voix portait l'autorité de 30 ans de ministère, et ma mère retomba sur son banc comme si elle avait été frappée. Nathanaël tentait désespérément de sauver la situation. « Mesdames et messieurs, il y a un malentendu. » « Un malentendu ?» dis-je assez fort pour que tout le monde entende.
Est-ce un malentendu que tu aies passé la nuit dernière chez mes parents pendant que mon père était à sa réunion pour planifier ton enterrement de vie de garçon? La cathédrale explosa en murmures et exclamations choquées. Le visage de Nathanaël devint blanc. Est-ce un malentendu que tu aies utilisé notre carte de crédit commune pour acheter du vin coûteux pour ma mère, du vin qu'elle mentionne aimer dans son journal à propos de votre liaison? Le juge Rousseau était debout, regardant son fils avec horreur et rage. Nathanaël, dis-moi que ce n'est pas vrai. Nathanaël regarda autour de lui, paniqué, voyant sa réputation, sa carrière, sa vie entière s'effondrer en temps réel. Je peux expliquer. Or, explique, je t'en prie, dis-je, la voix pleine d'une fausse douceur. Explique à ton père, à tes collègues, à tous ceux qui pensaient que tu étais un homme d'honneur, comment tu as séduit la mère de ta fiancée. Explique comment tu comptais m'épouser tout en continuant ta liaison avec elle. Le silence était assourdissant. Chaque personne dans la cathédrale fixait Nathanaël, attendant son explication, mais il n'avait rien à dire. Aucun argument d'avocat éloquent, aucun charme pour s'en sortir. Juste la vérité, enfin exposée dans toute sa laideur. Au premier rang, ma mère pleurait, non pas les larmes délicates d'une mère fière, mais des sanglots durs et laids d'une femme dont la vie venait d'imploser. « Céleste, gémit-elle, s'il te plaît, tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement, dis-je, me tournant vers elle. Je comprends que tu as décidé que le bonheur de ta fille était un prix acceptable pour te sentir désiré à nouveau. Je comprends que tu as regardé mon fiancé et décidé que tu le méritais plus que moi. Ce n'est pas... Je n'ai jamais voulu... Tu n'as jamais voulu être découverte. » La vérité flottait dans l'air comme de la fumée. Ma mère s'effondra sur son banc, sa robe émeraude semblant désormais criarde et désespérée plutôt qu'élégante. Je regardais à nouveau la congrégation. Famille, amis, collègues, gens qui m'avaient vu grandir. Leurs visages exprimaient tout, du choc à la sympathie en passant par la colère, mais aucun ne me regardait avec pitié. C'était important. Je refusais d'être plainte. « Je veux que vous sachiez tous que ceci n'est pas une question de vengeance, continuai-je, c'est une question de vérité. C'est refuser de construire une vie sur les mensonges d'autrui. C'est choisir moi-même plutôt que ceux qui se sont choisis l'un l'autre au détriment de moi. » Je commençais à descendre l'allée, ma traîne cathédrale derrière moi comme la robe d'une reine. En passant devant le premier rang, je m'arrêtais devant mon père. « Papa, je suis désolé que tu aies dû l'apprendre ainsi. Mais je ne suis pas désolé que tu l'aies appris. » Il hocha la tête, les larmes coulant sur son visage, mais ses yeux pleins de fierté. « Je t'aime, ma chérie. Tu as fait ce qu'il fallait. » Je l'embrassai sur le front, sentant le sel et la douleur, puis continuai à descendre l'allée. Derrière moi, le chaos éclatait. Nathanaël tentait d'expliquer l'inexplicable à son père furieux, tandis que les invités se levaient, chuchotaient et pointèrent du doigt. Ma mère sanglotait dans ses mains, tandis que Madame Dubois la regardait avec un dégoût non dissimulé. Mais je ne me retournai pas. Je franchis les portes de la cathédrale, la tête haute, ma robe de mariée flottant derrière moi comme une rivière de soie ivoire. Le parking derrière la cathédrale Notre-Dame était mon sanctuaire. Je me tenais près de ma voiture, respirant l'air frais d'octobre, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Les bruits de chaos à l'intérieur de la cathédrale filtraient à travers les lourdes portes en bois, des voix élevées, des pleurs, le raclement des chaises, alors que les gens se levaient et tentèrent de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Mon téléphone vibrait de messages et d'appels, mais je les ignorais tous, sauf un, Priya. Bon sang, Céleste. C'était incroyable. Tu viens vraiment de... Tu as tout filmé. Chaque seconde, mon rédacteur en chef va devenir fou quand il verra ça. Ça sera partout ce soir. Bien. Tu vas bien? Vraiment? Je réfléchis à la question, debout dans ma robe de mariée sur un parking vide, après avoir détruit 2 vies et peut-être ma propre réputation. Je vais parfaitement bien, dis-je, et je le pensais. En 1 heure,
L'histoire se propageait comme une traînée de poudre dans nos cercles sociaux. En 3 heures, elle était sur les sites d'information locaux. En 6 heures, le hashtag Abro revanche de mariage était en tendance sur les réseaux sociaux, les gens partageant la vidéo de Priya et disséquant chaque moment de ma confrontation à la cathédrale. Les réactions étaient tout ce que j'avais espéré et plus encore. Le juge Rousseau publia un communiqué par le biais de son cabinet annonçant que son fils prenait un congé indéfini pour régler des affaires personnelles. En d'autres termes, la carrière de Nathanaël était finie. Aucun cabinet d'avocats à Paris ne voudrait de lui après ça. Victoire Rousseau, la mère de Nathanaël, m'envoya une lettre manuscrite par coursier le soir même. « Chère Céleste, je ne peux exprimer mon horreur face au comportement de mon fils, ni mon admiration pour votre courage aujourd'hui. Vous méritiez tellement mieux que cette trahison. Sachez que vous aurez toujours mon respect et mon soutien. Avec mes plus profonds regrets, Victoire. » La congrégation de Notre-Dame se rallia autour de mon père d'une manière qui me fit monter les larmes aux yeux. Dès le dimanche soir, plus d'une centaine de personnes l'avaient appelé ou étaient passées pour exprimer leur soutien et leur dégoût face à ce qui avait été fait à notre famille. Mais la réponse la plus satisfaisante vint du cercle social de ma mère. Les femmes qu'elle avait passé des années à impressionner avec son mariage parfait et sa fille parfaite l'abandonnèrent. En 24 heures, on lui demanda discrètement de quitter ses postes dans 3 conseils d'administration de Charity. Ses invitations à déjeuner disparurent. Son téléphone cessa de sonner. Diane Dupont, qui avait construit son identité sur son rôle d'épouse de pasteur parfaite, se retrouva soudainement au centre de chuchotements et de regards choqués partout où elle allait. Elle tenta de m'appeler des dizaines de fois. Je laissais chaque appel aller sur la messagerie. 3 jours après mon non-mariage, j'étais assise dans le bureau de mon père, le regardant emballer des boîtes contenant 30 ans de livres théologiques et de notes de sermons. « Tu n'as pas à démissionner, dis-je pour la énième fois. »« Si, je dois le faire, » répondit-il, la voix fatiguée mais résolue. « Je ne peux pas prêcher sur la sainteté du mariage quand ma propre femme s'en est moquée. La congrégation mérite mieux. » Papa avait vieilli de plusieurs années en 3 jours. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes, ses épaules plus voûtées, mais il y avait aussi une certaine paix en lui, comme s'il avait porté un poids dont il ignorait l'existence jusqu'à ce qu'il soit enfin levé. « Que vas-tu faire » demandai-je. « On m'a offert un poste de pasteur intérimaire dans une petite église en Normandie. Ça me donnera le temps de réfléchir à la suite. »« Et maman ?» Son visage se durcit. « Ta mère a fait ses choix. Elle vivra avec les conséquences. » Par la fenêtre, je voyais Diane charger des valises dans sa voiture. Elle déménageait chez sa sœur à Bordeaux, la seule membre de la famille qui lui parlait encore. « Tu lui as parlé ?»« Une fois, pour lui dire que j'avais demandé le divorce. » Le mot flottait entre nous. Divorce. Dans notre famille, ce mot était impensable. Mes parents étaient mariés depuis 31 ans, leur vie entière construite sur l'idée de « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Je suis désolé, papa. Ne le sois pas. Tu m'as sauvé d'une vie de mensonges. Il ferma une autre boîte, ses gestes soigneux et délibérés. J'aurais pu aller jusqu'à ma tombe sans savoir qui était vraiment ma femme. On frappa à la porte. Papa alla répondre pendant que je continuais à emballer ses livres. J'entendis des voix basses dans le couloir, puis des pas approchant du bureau. « Céleste », dit papa en apparaissant dans l'embrasure, le juge Rousseau derrière lui. Henri Rousseau semblait avoir vieilli autant que mon père. Son apparence habituellement impeccable était froissée, ses yeux creusés par l'épuisement et la honte. « Monsieur le juge, je suis surprise de vous voir. »« Je devais m'excuser, » dit-il simplement, « pour mon fils, pour ce qu'il vous a fait subir, pour ce qu'il a fait subir à nos 2 familles. » Je scrutais son visage, cherchant des signes de reproche ou de ressentiment, mais n'y trouvais que du remords sincère. « Merci, mais vous n'êtes pas responsable des choix de Nathanaël. »« Vraiment ?» Son rire était amer. « Je l'ai élevé en lui faisant croire qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, que son charme et sa beauté le sortiraient de tout problème. J'ai créé l'homme qui vous a trahi.
Non, dis-je fermement. Vous avez élevé un fils. Il a choisi de devenir un homme sans honneur. C'est de sa faute. Le juge Rousseau hocha lentement la tête. Victoire et moi suivons une thérapie pour comprendre où nous avons échoué, comment nous l'avons si complètement déçu. Ne laissez pas ces échecs définir votre mariage, dis-je. Certaines personnes sont simplement brisées à l'intérieur. Cela ne signifie pas que tous ceux qui les ont aimés le sont aussi. Il me regarda longuement. Vous êtes remarquable, vous savez. La plupart des gens seraient détruits par ce qui vous est arrivé. Et vous offrez de la sagesse à un vieil homme insensé. J'ai appris des meilleurs, dis-je en jetant un coup d'œil à mon père. 6 mois plus tard, je me tenais dans les jardins derrière mon nouvel appartement à Montmartre, regardant le printemps émerger de l'hiver. Les cerisiers en fleurs parsemèrent le paysage comme des confettis roses, et l'air sentait l'herbe fraîche et les possibilités. Mon téléphone sonna, l'appel hebdomadaire de papa. « Comment va la Normandie ?» demandai-je sans préambule. « Magnifique, paisible. La congrégation est petite, mais sincère. Pas de politique, pas de drame, juste la foi et la communauté. Es-tu heureux ? Je m'en approche. Et toi ? Le nouveau travail. » Il y a 3 mois, j'avais été embauché comme rédactrice en chef dans une maison d'édition prestigieuse à Paris. Le salaire était généreux, le travail stimulant, et surtout j'étais à des kilomètres des décombres de mon ancienne vie. « J'adore ça », dis-je honnêtement. La ville, le travail, l'anonymat, je peux marcher dans la rue et être simplement Céleste, pas la femme de la vidéo de mariage. Bien, tu mérites un nouveau départ. La vidéo du mariage avait fini par perdre son statut viral, remplacé par de nouveaux scandales et drames. Mais pendant plusieurs semaines, j'avais été la chérie d'Internet. La femme qui avait choisi la dignité plutôt que le silence, la vérité plutôt que le confort. La tension avait été écrasante, mais finalement empowerante. J'avais reçu des milliers de messages de femmes partageant leurs propres histoires de trahison et me remerciant de leur avoir montré qu'il était possible de se choisir soi-même. « As-tu eu de ces nouvelles ?» demanda papa comme chaque semaine. « Non. » Et c'était vrai. Diane avait essayé de me contacter par des intermédiaires, ma tante, d'anciens amis, même mon ancien patron. Mais j'avais clairement dit que je n'avais rien à lui dire. Certaines trahisons étaient trop profondes pour un pardon facile, celui qui fait semblant que rien ne s'est passé. Peut-être qu'un jour, je pourrais avoir une conversation avec ma mère, mais pas aujourd'hui. Pas encore. Et Nathanaël ? Son avocat a contacté le mien le mois dernier. Apparemment, il est en thérapie et veut faire amende honorable. Je ris, mais sans amertume. J'ai dit à mon avocat de lui dire que la meilleure amende qu'il puisse faire serait de me laisser tranquille pour toujours. 1 an plus tard, je me tenais sur la scène de la grande salle de bal de l'hôtel Méridien, face à une centaine de visages, écrivains, éditeurs, lecteurs, réunis pour la conférence nationale de littérature féminine. La plaque devant moi indiquait « Céleste Dupont, conférencière principale, le pouvoir de la voix authentique ». Il y a 1 an, commençai-je, ma voix résonnant dans le système sonore. Je me tenais devant un hôtel face à 200 personnes et j'ai fait un choix qui a tout changé. Pas le choix que tout le monde attendait, mais celui qui honorait qui je suis vraiment. Dans le public, je voyais des femmes hocher la tête, se pencher en avant sur leur siège. Mon histoire était devenue une référence pour beaucoup, non pas à cause du drame ou de la vengeance, mais à cause de la vérité profonde qu'elle représentait. On nous apprend dès l'enfance que préserver la paix est plus important que préserver notre dignité, qu'être gentil est plus précieux qu'être honnête, que le confort des autres compte plus que notre propre vérité. Je fis une pausa, repensant à ce matin dans la chambre d'hôtel, quand je m'étais regardé dans le miroir et avais décidé de devenir quelqu'un de nouveau. Mais voici ce que j'ai appris. Quand vous choisissez la vérité plutôt que le confort, quand vous vous choisissez vous-même plutôt que ceux qui vous ont trahi, vous ne changez pas seulement votre propre vie. Vous donnez la permission à tous ceux qui regardent de faire de même. Les applaudissements furent chaleureux et prolongés. Après mon discours, des dizaines de femmes m'approchèrent
pour partager leurs propres histoires de courage face au silence, d'authenticité face à l'approbation. Tard dans la nuit, assise dans ma chambre d'hôtel avec un verre de vin, je parcourais les messages de femmes qui avaient regardé mon discours en ligne. Leurs mots étaient des variations sur le même thème. Merci de m'avoir montré que c'était possible. Merci d'avoir choisi la vérité. Merci d'avoir refusé le silence. Mon téléphone vibra avec un message de papa. J'ai regardé ton discours en ligne. Mamie serait fière. Je fixais le message longtemps. Il parlait de ma grand-mère, bien sûr, celle dont j'avais porté le voile lors de mon non-mariage, qui m'avait appris que la force pouvait ressembler à la grâce et que parfois, l'acte le plus aimant était de refuser de permettre la cruauté d'autrui. Mais une partie de moi se demandait s'il parlait aussi de Diane. Peut-être qu'à Bordeaux, vivant avec les conséquences de ses choix, ma mère avait regardé sa fille parler de courage et avait ressenti un mélange de fierté et de regret. Je ne le saurais probablement jamais. Et ça m'allait. Par la fenêtre de mon hôtel, Paris scintillait comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Quelque part dans ce labyrinthe de lumière, des millions de personnes faisaient des choix. Certains courageux, d'autres lâches, certains qui changeraient tout. Je levais mon verre de vin dans un toast silencieux à tous, mais surtout à ceux qui choisiraient leur propre liberté quand le monde leur dirait de choisir le silence, à ceux qui diraient la vérité quand mentir serait plus facile, à ceux qui s'éloigneraient des belles prisons déguisées en heureux dénouement. À ceux qui choisissent la liberté, pensais-je, même quand la liberté ressemble à être seul devant un autel, disant la vérité à des gens qui préféreraient croire le mensonge. Je finis mon vin, fermai mon ordinateur et me préparai à dormir. Demain, je rentrerai à ma vie à Paris. Mon travail, mon appartement, mon jardin de fleurs sauvages, la vie que j'avais construite, non pas sur les fondations d'autrui, mais sur ma propre vérité inébranlable. Et si ce n'était pas un heureux dénouement, c'était quelque chose de mieux encore, un commencement qui m'appartenait entièrement. Parfois, la plus grande revanche n'est pas la destruction, mais la libération. Parfois, la chose la plus puissante qu'une femme puisse faire est de se choisir elle-même quand tout le monde attend d'elle qu'elle choisisse le silence. Et parfois, le meilleur heureux dénouement n'est pas celui qu'on a planifié, mais celui qu'on crée quand on apprend enfin à valoriser sa propre vérité au-dessus du confort des autres.